parcours, on s'est rencontrés dans les années 90, fin 90. Oui, début 90. Début 90 même. Moi, j'étais encore au lycée. Je faisais ma dernière année de terminale quand on s'est rencontrés. Et je jouais donc de la batterie et je jouais dans des groupes à l'époque. Et je cherchais un nouveau groupe et j'ai mis une annonce au Gibus, je pense. Et au Gibus, un guitariste a répondu et c'était un des meilleurs potes de Bernard à l'époque. Et on s'est rencontrés donc, en face du Gibus, le groupe s'est monté, on a commencé à répéter dans les studios parisiens et forcément on s'est croisés maintes fois dans des soirées, dans des pots, dans des fêtes, dans des studios de répète beaucoup. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Voilà, donc c'est Théo qui s'est pas présenté. Et moi je suis Bernard, et donc c'est effectivement, on a à peu près 4 ans d'écart, c'est ça ? Ouais, c'est ça, 4 ans d'écart. Et quand on s'est rencontrés, moi je jouais dans diverses formations de noise rock, un peu influencées par les Melvins, les Swans, Helmet, Insane. Enfin, c'était un peu le terreau noise des années 90. Et voilà, c'était le début d'une longue aventure tous les deux, et on ne s'est pas quittés depuis. On a les années allant, donc on a fait plusieurs groupes. Toi, Théo, il a joué dans Elio Gabal, notamment. Chickenpox, Candy. Moi, j'ai joué dans un groupe qui s'appelait Weird Moves, principalement. On a fait une 50aine de concerts. On a eu le bonheur d'ouvrir pour Godflesh, Insane, ce genre de groupe, donc c'était assez chouette. Et puis après, j'ai rencontré Casper Toplitz, qui était dans la musique contemporaine, donc c'était tout un autre monde qui s'est ouvert. J'ai rencontré aussi Laurent Perrier, qui a été une rencontre très importante dans mon parcours. Laurent Perrier, qui était issu d'un groupe Indus qui s'appelle Nox, groupe Indux français. Il avait monté aussi Hot Size, qui était un label et disquaire, rue de la Gouade dans le 18e, où tu pouvais trouver tout ce qui est Nurse with Wand, Def in June, Affleur Trio et autres joyeusetés. Donc voilà, pour le parcours en 2 mots. Alors moi je suis parti un peu vers le jazz, j'ai commencé à pratiquer un peu l'improvisation, donc je commençais à jouer un peu dans des groupes de jazz et d'improvisation. Je jouais dans Carmine, qui était un mélange de pop acoustique et noise électrique et improvisation aussi. Ma part de jazz était aussi à l'intérieur de ce groupe. Voilà, donc c'est comme ça, et puis je suis rentré comme animateur musical pour la ville de Paris. Donc je faisais les scolaires, les vacances et... Voilà, donc j'encadrais les gamins sur les structures bâchées à l'époque, qui étaient des belles structures plastiques de couleur avec des instruments dessus sur lesquels les gamins pouvaient développer du son. Et à un moment donné, je me suis pas retrouvé dans une impasse, mais disons que je faisais vraiment que les vacances scolaires et j'avais besoin de travailler plus. Et j'étais pas intermittent du spectacle, et à un moment donné, j'ai commencé à me demander ce qu'il fallait que je fasse, si que je rentre dans l'intermittent, c'était un peu... Et j'ai appelé Bernard, parce que Bernard était rentré... Entre-temps. Je suis rentré à Jussieu Musique en 93, puisque j'avais besoin de croûter, parce que la musique, ça fait pas croûter. Enfin, quand tu es à mon niveau. Et donc, moi, ça faisait déjà quelques années que j'étais à Jussieu Musique, qui était un petit peu l'un des temples du CD d'occasion à Paris, avec Gibert, avec Crocodisc, avec Croco qui était plus sur le vinyle quand même, mais enfin, voilà. Donc c'était un parcours et il y avait énormément de passages. C'était les années dorées du CD. Le campus de Jussieu était plein. Il y avait 50 000 étudiants qui transitaient par là tous les jours. C'était vraiment une belle époque. Et donc, il cherchait quelqu'un pour le jazz. Et donc, j'ai branché Théo. Et et c'est comme ça qu'il est rentré aussi à Jussieu. Et c'est une aventure qui a duré 15 ans pour ma part. Et 12 pour moi. 12 pour toi. Voilà, cette aventure qui a été déterminante, ouais, puisque c'est là qu'on a vraiment... fait nos armes sur le disque. Les années d'apprentissage. Après, c'était de l'occasion, ouais. C'était vraiment de l'occasion. Même si, au bout de quelques années, j'ai réussi à convaincre le boss de faire du neuf. Donc, on a pu développer un peu de l'expé. Ça a commencé là-bas, en fait.
Voilà, notamment avec la musique électronique, et, le jazz, le free, et musique expérimentale, des labels comme Touch qu'on représentait là-bas. Et, c'était vraiment très chouette. Après, il y a eu plusieurs phénomènes. Il y a eu Mega Upload qui est apparu, le CD gravable. Chronologiquement, il y a eu le désamiantage de la fac qui a vidé le campus. Puis, qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Le streaming qui a commencé. Voilà. Plus tu saupoudres le tout avec une mauvaise gestion, et le truc a chuté assez rapidement. Et assez rapidement, donc en 2008, début 2008, toi tu es sorti un peu avant moi. Je suis sorti un peu avant. On est sorti avec un petit licenciement économique, parce que bon, c'était les moyens d'une petite boîte, Je suis musique, et on a décidé de poursuivre l'aventure et de créer Souffle Continu, qui a ouvert en octobre 2008, donc on n'a pas chômé. On s'est dit, voilà, il faut continuer. En 2008, c'était quand même encore une dynamique de fermeture. Les boutiques fermaient encore. Il y avait encore les boutiques Harmonia Mundi. Oui. Mais les indés, c'était vraiment très difficile. Et en plus, il y avait une petite crise financière. Mais voilà. C'était pas la bonne période. Mais nous, on s'est dit, on ne sait pas faire autre chose. On avait envie surtout de continuer. Voilà. On avait envie de le faire à notre sauce et de tenter l'aventure. Ouais. Bon, de toute façon, on verra bien. Et puis de faire un lieu un peu différent. Voilà, faire un lieu différent, avec notamment un lieu de vie, avec l'idée de faire des événements. Ouais, sortir du support physique, et c'était, dès le départ, c'était un peu l'idée. C'était l'idée, ouais. Mm-hmm. Et les événements, il y en a eu pas loin de 300. Ouf, probablement, peut-être plus. Peut-être plus. Peut-être plus. Oui, les événements, on en a fait, on en faisait presque un par semaine au départ. Là, on a ralenti la cadence parce qu'on fait aussi d'autres choses, notamment le label et maintenant des occasions un peu. Mais les événements, on a eu le bonheur d'accueillir tellement de monde. Pauline Oliveros est venue ici en 2009. Incroyable, en marge de... C'était quoi le festival ? C'était son hiver. C'était son hiver. Elle faisait une conférence. Elle faisait une conférence avec Yon et des jeunes musiciens qui étaient du Canada. Et on lui avait écrit, elle a répondu... Ah ben oui, avec plaisir. Donc elle est venue ici, elle jouait de l'harmonica. Incroyable. Pauline Oliveros, François Bayle est venu faire ses 80 ans ici, pour ses 80 ans, il nous a raconté son histoire, je me rappelle encore. La toupie Wyatt. Oui, la toupie Wyatt, le bruit des crabes sur le sable à Madagascar, c'est le premier son qu'il a éveillé. Les grottes au Liban. Ouais, François Bayle, qu'est-ce qu'on a eu ? Brunil Ferrari. Brunil qui est venu et qui était une personne adorable. Et un vrai soutien pour la boutique. C'est elle qui nous a présenté Thurston Moore, qui est venu ensuite par 2 fois jouer ici gracieusement. Et on a eu Archie Shepp qui est venu, qui a rencontré à l'invitation de Jacques Courcil, dont on faisait la sortie du dernier disque. Il est sorti chez Universal et il avait invité Shepp. Et c'était très émouvant. On a eu Serge Tessoguet avec Saul Williams et Michel Bulto. C'était une belle rencontre. Christophe qui avait édité les bouquins de Bulto, notamment. Il y a Joël. Joël Léandre est venu. Bien sûr. On a eu Simon Finn. Simon Finn qui est un musicien qui a fait un disque incroyable d'acid folk en 73, s'appelle Pass the Distance, que David Tibet de Current 93 a sorti de l'anonymat un petit peu en rééditant ce disque. Et je crois que c'était en 2010, on a eu l'opportunité enfin on en était en contact et puis on lui a proposé de venir faire un showcase ici. Il a accepté, c'était incroyable. Il y avait Julie Woods qui était là. Et il n'y avait pas énormément de monde, il jouait comme si sa vie en dépendait, c'était incroyable. Et puis on a invité bien sûr Jean-Jacques Birger, on a invité Carlos Ligaro, Ramon Lopez, Sylvain Cassap, Benjamin Duboc, Didier Petit.
Les improvisateurs à gogo, des musiciens de jazz, l'électronique, Hélène Bréchamp, Elliot Sharp, enfin, on a tellement invité le monde. Donc les événements sont effectivement une partie intégrante de la vie de la boutique. C'était le projet dès le départ et ça a été vraiment quelque chose qui nous a tenus. Et c'est des moments très particuliers en fait où on sort un peu du cadre du business qui est quand même qui a une part de taf qui est quand même assez contraignante et pas très sexy. Et du coup, ces événements, c'est des moments de vie et d'humanité, de partage qui sont vraiment précieux. Donc, c'est aussi pour ça qu'on le maintient, malgré le temps. Le temps qui file et dont on a besoin pour s'occuper des autres activités, notamment le label. Ouais, le label qui est arrivé un peu après, d'ailleurs. 2014. En 2014. Alors le label, l'idée a germé le jour de l'ouverture, parce que le jour de l'ouverture, on a eu énormément de monde en boutique pour la fête, et beaucoup de soutien, de musiciens qui sont venus jouer, et de producteurs qui sont venus nous soutenir aussi. Et ça a commencé un peu comme ça. L'idée, nous on pensait que c'était vraiment... par rapport à l'activité de disquaire, quelque chose de différent et de compliqué à gérer en même temps, c'est-à-dire aller dans les studios, enfin au niveau du temps aussi, aller dans les studios, faire c'était un métier un peu à part pour nous. Disons que déjà, il fallait qu'on apprenne, nous, à gérer une boutique de neuf, parce qu'on n'en faisait que du neuf au départ. Et d'ailleurs, c'est toujours l'activité principale à 95%. Donc, avec les marges qui sont petites, tu sors t'étais employé, tu deviens à ton compte, donc chaque mois, il faut que... C'est pas tout à fait pareil. Donc, c'est vraiment beaucoup de mise en place. C'était un risque. Voilà. Et créer un label, en plus, c'était trop au départ. C'était un petit et on ne savait pas comment faire. Du coup, on a choisi de partir sur la réédition et l'archivage. C'est un peu on s'est dit, on va pas se lancer dans la production, on n'aura pas le temps d'aller passer des heures dans les studios avec les musiciens. Donc on va faire la réédition. Et là, on avait Gérard Terronès, qui a monté dans les années 70 le label Futura Marge, qui habitait à côté, à 10 minutes à pied d'ici, et qui donnait tous ses rendez-vous avec les musiciens, avec les graphistes, ici à la boutique. Donc on le voyait quasi toutes les semaines, des fois 2 fois par semaine, des fois... Avec son chapeau. Avec son chapeau. Et l'idée de rééditer les premiers disques qui étaient entre psyché, rock, prog et jazz qu'il avait sorti au début du label Futura, a germé et on s'est dit, il faut... Alors au début, on ne s'est pas dit qu'on allait le faire. On lui a dit, Gérard, il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses, il faut que tu les réédites en vinyle. Et il nous a dit, non, le vinyle, c'est le passé, etc. Le vinyle, voilà... Le CD, c'est le futur, Futura, c'est le futur, et c'est le CD, etc. Et nous, à l'époque, on ralentissait pas le CD, mais on sentait que le support était en train de baisser, et on commençait à vendre de plus en plus de vinyles. Et on lui a dit, il faut qu'on réédite ces... Et un jour, il nous a dit, vous m'emmerdez, faites-le. Laisse-nous le faire. Voilà. On lui disait, laisse-nous le faire. Vous allez vous planter, etc. C'est compliqué. Je dis, écoute, Gérard, tes disques, ils sont bootlegués, c'est quand même dommage. Les Anglais, les Espagnols, tout le monde se sert sur le répétiteur français. Voilà, nous, écoute... On a envie de raconter une histoire autour de la France, de l'underground et d'archiver toute cette période-là. Et si on a la main là-dessus, on peut commencer à faire quelque chose. Et il a accepté. Et juste avant, Richard Pinas, qui était aussi un ami de la boutique, qu'on avait rencontré à Jussieu d'ailleurs. Je me rappelle qu'on prenait des fois l'été à la mosquée de Paris, c'était très sympa. On a commencé le label avec 3 45 tours, les 3 premiers 45 tours, enfin pas les 3 premiers parce qu'il n'y a pas le premier schizo. Donc il y a le schizo avec Deleuze, le soutien à la RAF, très politique, de Eldon et Perspective. Donc 3 45 tours qu'on a fait avec Richard. Et, parce qu'il était venu jouer. Ça a été le démarrage. Oui, il est venu le jouer. Il avait ces 45 tours qui vendaient très cher. Voilà, ouais, c'est vrai. C'est comme ça que ça s'est fait. Et on lui a dit, mais
c'est dommage de vendre, mais oui, mais c'est des originaux, etc. Et on lui a dit, mais si on les rééditait, on pourrait les vendre moins cher et leur donner une deuxième vie, une accessibilité à une clientèle qui n'a pas les moyens de... Et c'est comme ça que ça a démarré. Oui, et Richard était très ouvert à la réédition. C'était pas du tout comme Gérard il a dit de Futura. Oui, lui, il était très branché. Bon. Voilà, ça a commencé comme ça. Le label et ça a bien commencé d'ailleurs. Donc 3 Eldon, et puis Red Noise, Mahogany Brain et Simoul. Simoul, disque Futura, underground de chez Underground, avec des musiciens qui n'étaient pas majeurs à l'époque, qui sont venus avec les parents, signés chez Futura, chez Terrones, ils savaient à peine jouer. Et le disque est devenu tellement... Il est devenu culte, parce qu'il il s'est tellement peu vendu que... il n'a pas circulé, ce disque, à l'époque. Et donc, c'est une espèce de psyché un peu nébuleux, empreint de Floyd, des V-Rock, des trucs. C'est étonnant, quoi. Voilà. Et c'était des jeunes qui étaient élèves au lycée Voltaire, à 2 pas d'ici. Oui, qu'on a fini par rencontrer. Qui sont venus. Donc, le quartier, il y a aussi l'histoire du quartier, il y a l'histoire de ces musiques underground. C'est étonnant comme les signes sont arrivés depuis qu'on est ici. Terrones qui habite à 10 minutes, les musiciens qui étaient à Voltaire qui est à 10 minutes. Voilà, et c'était dans les années 70, donc on était là au bon endroit, je pense, pour commencer un travail. Ça a connecté. D'histoire, quoi, de raconter des histoires. Voilà. Moi, je suis venu à la musique par la radio. Puisque mes parents écoutaient très peu de musique, et donc avec mon frangin, on écoutait la radio, et on écoutait, et notamment, il y a ce type-là, Francis Zegut, qui faisait une émission de hard rock qui s'appelait Wingo Tango, et donc on est tombé complètement dedans. Donc moi je suis arrivé à la musique par le heavy rock, par le hard rock, par Led Zeppelin, Sabbath, Iron Maiden et autres consorts, et c'était vraiment, j'étais passionné de ça, j'étais fou de ça, à tel point que j'ai découvert une boutique qui était au centre, qui s'appelait Jukebox, au centre Gaîté Maine Montparnasse, qui était le temple du hard à Paris, où il y avait, ils importaient Kerrang, le magazine anglais, enfin il n'y avait que là qu'on pouvait les trouver, ils faisaient des imports, donc c'était super. Et quelques années après, ils ont ouvert une boutique juste à côté qui était dédiée plus à la culture Velvet, Real Kids, le punk rock, Stooges, etc. Et j'ai découvert ça aussi par leur biais. Et là, je commençais à switcher, à tomber dans autre chose. Et révélation, Stooges Funhouse, album magistral qui m'a jamais quitté. Steve Mackey qui fait hurler son sax sur LA Blues dans ce disque, qui m'a un petit peu ouvert les oreilles aussi sur le saxophone. Du coup, là, tu plonges sur les MC5 aussi, connexion avec Sun Ra, donc Sun Ra, Coltrane, Love Supreme. Donc, ouverture vraiment à un monde musical beaucoup plus large que le metal et le hard rock. Et puis après, je fais très court, révélation avec l'arrivée de Warp, des artistes Warp, Otaker, Afex, Seafield, donc ça c'est 94, 93, quelque chose comme ça. Ouais, aussi. Et là, encore une nouvelle porte qui s'ouvre, donc une porte importante, et donc bon, entre-temps, évidemment plongé dans tout le rock, le heavy rock, grande funk, etc. Une partie de soul, mais qui est quand même liée au rock, funkadélique, et voilà, pas trop de trucs de lover, non. Un peu de dub aussi, et puis voilà, donc une globalité de musique qui s'installe, puisque à partir du moment où tu ouvres ces portes-là, voilà, c'est infini. Plus tu ouvres des portes, et plus tu t'intéresses à la musique au sens large. Tu traverses les continents, tu vas chercher, tu t'ouvres. Tu t'ouvres au son, tu t'ouvres à toutes sortes de musique, donc
Voilà, et plus tu t'y intéresses, et plus ça s'ouvre. C'est un truc, c'est comme une marmite qui bouillonne, quoi. Plus on va dans des directions, on a envie d'y aller, et on part un peu dans toutes les directions. Il y a ce côté-là. Et c'est infini. Et c'est infini, ouais. C'est une découverte infinie, c'est une quête infinie. Il n'y a pas de limite, en fait. Il y a tellement eu d'enregistrements depuis l'histoire de la musique. Alors, et encore, je ne suis pas plongé dans le classique, parce que je suis un peu... il y a la musique contemporaine voilà, qui me parle, moi. Et les classiques, je n'ai jamais vraiment encore accroché, mais je suis sûr que ça pourrait m'émouvoir. Bien sûr. Donc, c'est infini. C'est infini, C'est infini, et voilà, donc... Moi, j'ai baigné plutôt dans un environnement familial qui était déjà ouvert sur plein de musiques. Donc j'ai baigné un peu là-dedans. Mes parents avaient un spectre très large. Ça allait de Pierre Boulez à Led Zeppelin, en passant par Ornette Coleman, John Coltrane. Donc j'ai baigné là-dedans. Donc gamin déjà, j'écoutais ces musiques-là parce que j'avais accès au disque. Mes parents avaient une discothèque qui était classée par genres musicaux, plutôt dans un meuble qui n'était pas en hauteur. Je pouvais piocher, et moi ce que j'aimais, c'était les pochettes. J'adorais regarder les pochettes. Il y avait beaucoup de disques de jazz, et je passais des heures à regarder les pochettes de Monk, les pochettes. Il y avait du free, il y avait du rock, il y avait les Floyd, il y avait Ummagumma, il y avait tous ces disques, toutes ces pochettes qui me fascinaient. Et du coup, j'assimilais l'ouverture des sons, parce que de Led Zepp à Boulez en passant par Coltrane, il y a du chant, quoi. On peut exploiter beaucoup de choses et se familiariser l'oreille à des tas de sonorités. Voilà. Donc j'ai écouté du free jazz assez tôt. J'ai mis du temps forcément à m'y insérer, parce que mes parents m'emmenaient, j'ai quand même vu à l'âge de 11 ans Steve Lacy, l'Art Ensemble de Chicago, voilà, donc c'est des choses. Steve Lacy, c'était solo, c'était abrupt. À 11 ans, je tournais beaucoup sur mon siège, j'en pouvais plus, quoi. Et puis j'ai eu des réminiscences beaucoup plus tard, mais voilà, c'est des sons qui m'ont ouvert. C'est des sonorités, c'est des approches musicales, et j'ai des souvenirs très précis de ces concerts que j'ai vus enfant. Le premier concert où j'étais dans un couffin, c'était Archie Shepp avec les Black Panthers au Centre américain à Paris. Donc voilà, j'avais quelques mois. Donc j'ai baigné très tôt dans cet univers-là. Voilà, et je remercie mes parents de m'avoir lié à tout ça. Parce que c'est revenu en force plus tard dans mon approche des sons et de la musique. Il y a des liens entre le son et l'image. Quand on s'intéresse au son, à un moment, on a aussi envie de s'intéresser à l'image et à l'abstraction. Moi, j'ai écouté beaucoup de musique, on va dire abstraite ou en dehors des cadres, des musiques où c'est la matière, le son, etc., ou l'expérimentation qui prime. Donc un travail de recherche, et par-delà, le cinéma m'a aussi interpellé. Donc de l'abstraction à la fiction, voilà, et ce que tu peux sentir dans les musiques, des choses qui viennent te chercher, peuvent te nourrir d'une part, mais aller te titiller les viscères, le ventre, mais aussi l'intellect, etc. Donc c'est le corps, quoi. C'est le corps qui réagit, et donc à des multitudes de musiques qui peuvent se passer à des niveaux. Voilà. Il y a des musiques qu'on aime parce qu'elles nous font danser, elles sont rythmiques, elles sont corporelles. Il y a des musiques plus intellectuelles. Voilà, et c'est le corps qui réagit. Et le cinéma, il y a ça aussi dans le cinéma. C'est ce que j'aime aussi. Qu'on te raconte une histoire ou pas. J'aime les films où il n'y a pas d'histoire, etc. Donc ça ouvre à la curiosité.
Et toutes ces musiques, tous ces parcours musicaux là, dont on est issu, ils se retrouvent ici, en fait, naturellement. Donc on aurait bien du mal à définir notre esthétique, c'est-à-dire que c'est le reflet de cette diversité et de cette ouverture totale qu'on a évoquée dans nos parcours, qui exclut quand même la variété, parce qu'on n'est pas du tout sensible à ça, ou même certaines formes de disco, bon, un petit peu de mal, et la musique classique dont on parlait, mais donc toutes ces musiques sont l'objet de nombreux disques actuellement, de nombreuses rééditions, et donc il y a des chapelles, il y a plein de chapelles, et dans ces chapelles on a aussi mis des piliers, qu'on pourrait dire mainstream, donc il y a quand même des repères. Des ponts. C'est pour ça qu'il y a du Radiohead, il y a My Bloody Valentine, il y a PJ Harvey, il y a Cat Power, mais au milieu des nouveaux groupes un peu moins connus, Jemima, qui est un groupe actuel là, qui vient d'être édité par un label mancunien qui s'appelle All Night Flight, qui a bien marché, qui est vraiment issu de tout ça. Il y a en jazz, évidemment, il y a quand même du Nina Simone, il y a aussi du Billie Holiday, parce que c'est partie de l'histoire et c'est important. Et voilà, et ça permet aussi aux clients qui sont d'avoir des repères. Il y a beaucoup de personnes qui sont perdues quand même quand elles viennent ici, surtout au début, quand on faisait principalement du CD, parce qu'on proposait énormément de choses qui étaient vraiment qui intéressait 10 personnes à Paris, quoi. Enfin, c'était vraiment... Il y a des gens qui étaient un peu effrayés, d'autres qui avaient des réactions inverses en disant « Oh, c'est génial, chez vous, je connais rien, je vais découvrir plein de trucs. » Voilà. Mais il y a quand même ces repères. Et donc, au début, on proposait même... Il y avait même une sélection métal, black metal, qu'on a abandonné parce que c'est un univers un peu... tellement vaste qu'on ne peut pas maintenir, mais on proposait du Eliane Radig et du Darkphone, quoi. Voilà, donc on a quand même un petit peu resserré. Voilà, que dire de plus sur la sélection? Ce qui était vraiment important, c'était de faire des ponts entre les styles musicaux, de faire un espèce de parcours dans la boutique aussi. Où les styles peuvent s'entremêler et partir, et d'avoir, comme tu disais, des jalons, des musiciens importants qui, à un moment donné, te rappellent que c'est des musiciens historiques, autour il s'est passé beaucoup de choses, et t'as un repère qui te permet de creuser autour et de faire des ponts. C'était ça l'idée. Et ça a toujours été l'idée depuis le début, et on est toujours là-dedans. Ouais. Ouais. Alors on a des passeurs dans la clientèle aussi, qui nous informent, parce qu'on a dans la clientèle des gens qui sont comme nous depuis longtemps à traverser toutes ces musiques. Donc, globalement, la clientèle est assez autonome. On a des gens, parce que on est évidemment à l'heure du net et des réseaux, et donc on a un site qui est le reflet exact, le miroir de la boutique. Donc tout est consultable. Ce qui est aussi une force, puisqu'on a beaucoup d'étrangers qui viennent et qui savent ce qu'ils veulent. Donc le revers, c'est que les gens viennent en sachant ce qu'ils veulent. Donc il n'y a pas forcément ce rôle de conseil, enfin il y a moins. Mais ça existe encore. Ce rôle de passeur, mais il est induit presque. Voilà. Il est induit par la curation de la boutique. Voilà. Mais il y a quand même encore des demandes de conseils, des personnes qui commandent retrait boutique, mais j'aimerais bien que tu me conseilles autre chose. Quel est ton coup de cœur du moment? Ou alors on a ce client là qui est très sympa, qui vient depuis l'ouverture, qui vient une fois par an et qui dit faites-moi une sélection d'indices dans tous les genres que vous avez, parce que à chaque fois ça match et chaque fois je suis ravi, donc on y va. Donc voilà, ça c'est assez gratifiant.
Mais bon, c'est presque trop simple. Mais voilà. Donc il y a encore un petit peu, ce rôle, mais la plupart des clients sont quand même autonomes. Oui, ils sont autonomes. Globalement, Ouais. ils sont autonomes. Ils sont devenus autonomes, ouais. Bon, il y a quelques personnes qui viennent nous demander des fois des compiles Marley ou des trucs. C'était quoi, Boyz II Men. Enfin, c'est pas notre culture. Après, on essaye quand même de les diriger sur quelque chose. Hein. Ou sur des confrères quand on n'a pas, Ouais. quand on peut pas aller. Et des fois, on y arrive. Ouais, des fois on y arrive. Des fois, on y arrive. Bon, en tout cas, on les snobe pas. Parce que c'est important, et qu'on peut souffrir aussi d'une image un petit peu élitiste, etc., de par notre sélection. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye d'éviter. Parce que c'est quand même assez... On ne vient pas de là. On ne vient pas de là du tout, quoi. Non, et c'est pas du tout notre intention. La dématérialisation, elle est là depuis longtemps. Elle est installée, déjà on l'a évoqué quand on a quitté Jussieu, ça commençait déjà et ça s'est affirmé vraiment. Surtout, alors, chez les jeunes, c'est évidemment très important. Je dirais que ça n'a pas trop changé les habitudes de notre clientèle parce qu'on a une clientèle vraiment de fans de disques et d'acheteurs de disques qui sont aussi attachés à l'objet disque qu'à son contenu. Mais c'est un vrai problème pour le renouvellement générationnel où là, c'est très compliqué de sortir d'un mode d'écoute playlist à un mode d'écoute album physique. Voilà, il y a quelques jeunes qu'on voit, qui achètent des disques, mais le disque est cher, malheureusement. Le disque est trop cher. Ça a pris 30 à 40% depuis le Covid. Et puis ça continue d'augmenter, les prix sont assez délirants, c'est vraiment, donc c'est vraiment difficile pour les jeunes de commencer, voilà, ou alors il faut qu'ils soient un peu fortunés. À Jussieu, on avait beaucoup d'étudiants, on avait beaucoup plus de jeunes. À Jussieu, c'était très large. Donc, il y avait la fac à côté. Il y avait la fac à côté et les disques n'étaient pas chers. C'était du CD, c'était globalement que du CD. Donc c'est pas le même support. Même si on a essayé de faire un peu de vinyle sur la fin, le boss était réfractaire. Et la clientèle ici, non, c'est plus vraiment des fans de disques, comme on a dit, vraiment des fans de disques, des gens qui achètent plutôt beaucoup de disques. Des acheteurs un peu compulsifs, des complétistes, mais il y a aussi des curieux, il y a aussi... on a beaucoup moins de clients c'est très large. qu'à Jussieu. On a moins de clients, mais probablement des clients plus gourmands en disques, plus attachés à l'objet. Il y a un côté galvaudé du CD à l'époque où les CD étaient ras la gueule, on mettait des bonus, des machins, les gens achetaient des CD, des complétistes, etc. Puis les CD, ça se gravait, il y avait aussi l'époque où les CD se gravaient, enfin, c'était un objet qui était beaucoup plus standardisé, beaucoup plus... donc le support déjà amenait vraiment autre chose, quoi. Ouais, tout à fait. Alors notre clientèle, nous, elle a un petit peu évolué quand même. On avait, quand on a ouvert, on avait des gens qui étaient vraiment sensiblement de notre âge, à plus ou moins 10 ans. C'était donc 40, 60, la majorité de la clientèle, et principalement des hommes. Ça a vachement bougé. Là maintenant, on a beaucoup de femmes qui s'intéressent et qui font. Il y a beaucoup plus de musiciennes aussi. Ça c'est vraiment super. Ça c'est vraiment ouvert à ce niveau-là. Et donc la clientèle a évolué. Et le spectre d'âge est aussi beaucoup plus large maintenant. On a quand même pas mal de trentenaires, des gens plus jeunes. Et l'expé, la musique noise, c'est vachement démocratisé. Ouais, aussi. T'as quand même l'influence. Quand tu vois que Pinot, avec la Bourse de commerce, fait des concerts super XP, que Red Bull fait Red Bull Music Academy invite des musiciens comme Thurston Moore, Steven Mallet à faire des disques gratos, ou Jarvis Cocker. Donc que le punk est dans tous les musées maintenant. Voilà. Donc ces fondations-là ont bien compris que la musique XP c'était et c'était un peu tendance, et du coup ça s'est un peu démocratisé pour
meilleur pour le pire, mais bon, là c'est un autre débat. L'essence enfin, quand le business vient s'emparer d'une expression artistique, ça déforme, ça dévie ça dénature l'essence de cette expression, forcément. Ça dénature, ouais. Donc, bon, j'ai pas d'exemple précis en tête, mais c'est pas forcément le... Ça l'institutionnalise aussi, d'une certaine manière. Donc, voilà. Ça rentre dans les livres. Donc, mais les livres... le label qu'on fait, c'est aussi une façon de donner une autre lecture de musique underground française des années 70. C'est-à-dire qu'on est en dehors des sentiers battus. C'est important pour nous de raconter une autre histoire, pas l'histoire, on va dire, verticale qu'on nous enseigne, quoi. On a envie de raconter une histoire un peu déviante, et c'est là aussi avec le rapport avec le cinéma. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'underground français a été un peu, voilà, Garel, Nico, tout ça, c'était assez poreux, quoi. La musique, Jacques Tolo fréquentait aussi Garel, Barney Whelan, toutes ces choses-là, le jazz, les musiques un peu improvisées, expérimentales, le progressif, le psyché en France, toutes ces musiques qui étaient un peu, qui se jouaient dans des endroits, dans des caves, dans des clubs, voilà, était lié à une histoire que nous on a envie de défendre et de raconter, quoi. Donc qui est pas institutionnel, quoi. Tu commences ? Je commence. Alors, un disque, un grand disque, Harold Budd. Ouais. Harold Budd, disque sorti, produit par Brian Eno, 75, quelque chose comme ça, sur ses disques obscurs. Harold Budd avec Marion Brown, qui a une grande place sur ce disque, donc c'est vraiment très très beau disque de musique contemporaine. Puis Sally le jazz. Sally le jazz. Au mouvement minimaliste. Ouais. La musique répétitive, la musique américaine. Ouais, complètement. Ça... Très très beau son, très très beau son. Un album où l'espace s'ouvre complètement, tu peux rêver. Tu peux rêver, tu peux écrire ton histoire dessus. Harold Budd, Pavilion of Dreams. Rhythm and Sound, ça c'est Mark Ernestus et Maurice Van Oswald, qui les inventeurs du son dub techno à la fin des années 90 à Berlin. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, et c'est un disque, je le mets, j'ai des frissons, donc c'est un disque vraiment important. Alors là, c'est un album particulier où il y a des toasters jamaïcains sur chaque titre, donc ça chante en même temps. Et c'est énormissime, vraiment. Home, Advaitic Songs, donc Al Cisneros qui vient de Sleep, qui vient un petit peu du milieu métal, avec un son de basse Rickenbacker sursaturé, énorme, vraiment tellurique. Ce que tu n'as pas dit tout à l'heure, c'est que tu jouais de la basse. Oui, non, ça j'ai pas dit. Donc il y a un lien forcément. Voilà, et Advaitic Songs, donc ça c'est vraiment, il y a une vraie influence aussi dub dedans, avec un son très très lourd, des morceaux très lents, entêtants, énorme. Grand disque, ouais. Grand disque. Golem, alors ça c'est Sand, groupe allemand. Golem, c'est encore David Tibet qui a sorti ce disque, qui l'a mis en lumière. Un disque de crowd, sans être du krautrock, ça mêle le folk, il y a des rituels de synthé analogique derrière, ça chante un petit peu faux, mais juste ce qu'il faut. Et c'est un disque complètement entêtant. C'est un disque quand on le passait ici, on le vendait systématiquement, parce que ça interpelle, tellement c'est bien, les morceaux sont bien écrits et sont interpellent, voilà, tout simplement. Donc Sand, Golem, quatrième disque de la sélection.
C'est un disque qui lie aussi tout on va dire le psyché anglais des Floyd avec le kraut allemand. Ouais, et le folk. Et le folk, ouais, et l'acid folk, c'est une espèce de croisement. Et là, dans ta sélection, il y a quand même des disques de jalons, de croisement, justement, qui peuvent permettre de... Ouais. Je vais continuer avec Merci. Terry Riley, qui est un peu un clin d'œil à Roll Bud que tu as présenté. Bon, voilà, pièce maîtresse de la musique minimale américaine aussi, qui fait le lien avec tout ça. Le Robert Wyatt Rock Bottom, c'est un disque tellement passionnant. Ah oui, un disque chair de poule. Un disque chair de poule. Quand il chante, les chairs de poule. Ouais. Ah ouais. D'ailleurs, on a eu le bonheur de recevoir Mary Alverson il y a quelques semaines, et c'est son disque de tous les temps. C'est son disque fétiche. Effectivement, 6 songs, quand Wyatt parle de l'alcool et de ses ravages, c'est très, très, très grand disque. Piece of Machine, c'est aussi un groupe qui permet des liens entre le jazz rock, le free jazz, le prog, la pop, le prog. Voilà, encore. Voilà. Fugazi, groupe de hardcore de Washington, groupe américain. Dont on n'a loupé aucun concert à Paris. Pour lequel je prenais le train pour suivre les dates en France. Je pense à l'époque, je l'ai fait pour aucun autre groupe. Donc c'était pour moi un groupe très important. Pour moi aussi. C'est vraiment central. Et qui liait aussi la performance. Qui a mis du groove dans le hardcore. Qui a mis du groove dans le hardcore, tout à fait. C'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais. Parce que eux-mêmes écoutaient des musiques jamaïcaines, du reggae, du Ils avaient une expression radicale avec Minor Threat, avec tout ce mouvement stratégique, etc. Et Fugazi, c'est vraiment une évolution sur un truc. C'est le lien entre organique, qui est le vraiment, punk et l'énergie du punk avec les musiques métissées, quoi. Puis on va finir par Sanders parce que ça a été un choc dans mon enfance. Enfin, Sanders, mon père m'a offert l'album Elevation quand j'avais pour mes 11 ans. Et Sanders, ça a été une passion. Ça a été une vraie passion et une ouverture à la joie pure de la musique. Alors, Souffle continu, il y a plusieurs lectures possibles. En fait, on a la première lecture, elle est évidemment liée à la technique de respiration, le souffle continu, qui est utilisé dans le jazz, dans le free, notamment par des musiciens comme Evan Parker, entre autres. Et les aborigènes aussi, musique traditionnelle, le didgeridoo, etc. Donc c'est une technique très particulière qui donne des musiques très particulières aussi. Et c'est aussi un clin d'œil au fait qu'on est ouvert en 2008 en pleine dynamique de fermeture des shops et en plein avènement de la musique dématérialisée. Et bien, Souffle continu, c'était réinjecté du souffle dans cette activité. Dans cette aventure. Et voilà, on y croit, donc Souffle continu. Du coup, c'était naturellement, ça nous a paru vraiment idéal. Quoi. Comme nom, ça correspondait vraiment à ce qu'on voulait. C'est toi qui as trouvé le nom et tu m'as dit, et j'ai dit, ça me semblait évident. Je me baladais devant Notre-Dame, parce que je rentrais de Jussieu des fois un peu à pied, et je vois un mec qui joue de la cornemuse, et putain, Souffle continu, dis donc. C'est marrant comme et ça a tilté. C'était évident. C'était un truc, pour nous, c'était ça. Et du coup, voilà. Donc c'est assez drôle quand les anglo-saxons veulent prononcer le nom, puisque là, c'est quand même... C'est compliqué. Souffle continue, ils savent pas trop. Mais bon, c'est devenu... voilà, on va chez Souffle. On va à Souffle. Voilà, Donc voilà, Souffle continue. Pourquoi ? Et puis le label, on a gardé le même nom. Oui. Continue Records. On a gardé le même nom. C'est une extension de... C'est une extension et puis c'était bien de pouvoir connecter les deux.
Ça participe aussi du fait qu'on ait pas mal d'étrangers qui viennent à la boutique parce qu'ils ont découvert par le label. Et puis l'inverse est vrai aussi, ils découvrent le label par la boutique, donc oui, il fallait que ce soit le même nom. Ouais. Et maintenant, le mot de la fin. Oh, il est 11h, on va ouvrir. C'est le mot de la fin. Le mot de la fin, je sais pas. Ah, ça c'est dur, ça. Rester curieux, mais c'est tellement bateau de dire ça. Rester ouvert, rester curieux par les temps qui courent, c'est important de toujours... Après, le mot de la fin, ça peut être aussi une dure réalité. C'est-à-dire que malgré... ça va faire 18 ans qu'on est ouvert. Et c'est une remise en question permanente. C'est-à-dire que malgré toute cette activité, toute cette bonne volonté, tout ce stock et ce référencement qu'on a qui est assez conséquent, on peut le dire. On n'a pas de visibilité, toujours pas de visibilité. C'est-à-dire que dans 6 mois, on ne sait pas où on sera, si ça va tenir, parce que c'est un métier de passion, mais c'est une trésorerie de survie permanente. Et donc c'est une lutte permanente, assez inconfortable, mais qui est drivée par la passion, et c'est ce qui nous fait tenir. Voilà, donc c'est malheureusement pas... mais on n'a pas de perspective. On n'a pas de perspective. On n'a pas de perspective, on n'a pas de perspective stable. Ce qui nous maintient dans la lutte quotidienne. Hein, ouais, c'est ça. C'est ça, voilà.